Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique Économie, chers amis de TV Liberté. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Jovanovic. Bonjour Olivier Pichon. Bonjour Monsieur Jovanovic. Nous avons des choses à nous dire et à dire à nos téléspectateurs. Absolument. Concernant la planète financière. Et la planète financière commence tout simplement par la Banque de France. On commence au sommet. Celle-ci va voler 3 millions de Français en plein jour. Voilà, donc là, c'est les raptous. Non, mais là, on assiste à des choses tout à fait extraordinaires. C'est, moi, je rappelle pour le principe que beaucoup de nos spectateurs, enfin beaucoup de Français d'ailleurs, qui ont des taux, on va dire, progressifs, puisque leur contrat pour l'achat de leur maison, etc., est aligné sur le fameux Libor. Hein, c'est le taux, ce qu'on appelle le taux directeur. Hein, oui. Voilà. Oui. Et lorsque le taux Libor est descendu à 1%, etc., lorsque beaucoup de Français donc, ont demandé à leur banque même de le faire en taux négatif, hein, parce qu'à un moment donné, il était négatif, enfin, il est toujours eh bien, les banques l'ont fait un magistral bras d'honneur. En revanche, là, je pense que vous avez l'information. Tout simplement que les PEL à 4% seront ramenés à 1%. Voilà, ce qui est complètement incroyable, parce que c'est les banquiers, eux, donc vont avoir la permission de casser les contrats, et de ne pas respecter leur contrat, alors que les Français, eux, quand ça va dans leur sens, oui. Eh bien, ils ne peuvent pas le faire. Donc là, on est en présence d'une bande de gangsters, c'est le moins qu'on puisse dire, qui se trouve à la Banque de France. Alors, ça n'a pas été acté. Alors, je vais vous reprendre le papier 2 secondes, oui. Parce que je vais juste vous lire ça. Alors, c'était dans la croix. Oui, là, je pense qu'il y a beaucoup qui vont porter leur croix, là. Hein, voilà. Les anciens plans épargne-logement dans le viseur de la Banque de France. Si les PEL ouverts avant 2011 étaient rémunérés au taux en vigueur pour les nouveaux PEL, cela représentait un gain de, on va dire, 4 milliards d'euros. Voilà qui ne va pas plaire à quelques 3 millions d'épargnants qui détiennent un plan d'épargne-logement ouvert avant 2011. Et que veulent les banques, bien entendu? Que demandent-elles au gouverneur de la Banque de France? Eh bien, elles veulent aligner donc les anciens contrats. Donc ça fait quand même quasiment 3 ou 4 millions de Français. Eh bien, au lieu d'avoir un 4,5, de tout réaligner à 1%. Voilà. C'est une rupture de contrat, simple, pure et simple. Oui. Voilà. Alors que dans le cas inverse, quand cela ne fonctionne pas. Les banques font tout pour empêcher les Français même de respecter leur propre contrat, c'est-à-dire d'aligner le taux sur le taux Libor. Mais, ça va rapporter 4 milliards environ. Qui ne devront pas être payés aux épargnants. Le bénéfice, c'est 3,9 milliards, je crois, d'après ce que j'ai compris. Non, mais attendez, le journal La Croix, alors fidèle à lui-même, hein, c'est un journal d'une nullité sans commune mesure, surtout si on le compare à celui de Challenge, par exemple, qui, lui, est beaucoup plus explicite. Et, écoutez bien, les vieux PEL rapportent trop. Bon, déjà, voilà, c'est clair. Beaucoup trop, même, hein, souligne-t-il, selon la Banque de France. Français, voilà, vous gagnez trop d'argent, hein, vous coûtez un pognon de dingue aux banquiers. Oui. Hein, c'est une citation, ça. Oui. Lors de la présentation de son rapport annuel de j'adore, ça existe en plus, l'Observatoire de l'épargne réglementée. Oui. Je ne sais pas qui est là-dedans, mais les mecs, ça doit être, hein, ça doit être des as hein. Ils n'ont pas observé, là. Alors, l'institution bicentenaire a une nouvelle fois ouvertement critiqué la rémunération des plans d'épargne logement ouverts avant le 1er mars 2011. Son directeur général, Olivier Garnier, a ainsi pourfendu la rémunération de ces PEL qui présentent un taux de 4,5% quasiment garanti à vie et qui pèsent sur le financement de l'économie française et ne bénéficient qu'aux épargnants qui ont ouvert un PEL et ne s'en sont pas servis depuis. Oui, mais... Ah oui, quand même. Wow. Ils ont quand même le droit de ne pas s'en servir tout de suite. Bien sûr, c'est nulle part il y a marqué dans le contrat qu'ils doivent s'en servir. Et puis, je m'étonne quand même que l'on puisse tirer sur le PEL, plan d'épargne logement, au moment où on nous parle d'une crise du logement aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas là.
Non, mais en plus, je le répète à nouveau, quand c'est la position inverse, c'est-à-dire que quand ce sont les clients, les Français qui demandent aux banques de réaligner leurs taux, quand ils sont en taux progressif, de se réaligner sur les taux négatifs, alors là, il n'y a plus personne. Non, mais c'est tout à fait incroyable, quoi. C'est-à-dire, en fait, on revient, si vous voulez, à la fameuse phrase de Nouriel Roubini, les pertes des banques sont publiques. Et les gains sont privés. Voilà. En fait, on revient toujours à la même chose. Pour nos téléspectateurs, rappelez que Nouriel Roubini avait annoncé la crise de 2008. Exactement, c'est l'un des rares avec Max Kaiser, avec votre serviteur, je précise. Et j'allais dire... Ça date de février. Et Nouriel, c'était en novembre. Pierre Javel l'avait annoncé, de même que vous aviez d'ailleurs annoncé, mon cher Pierre, cette menace sur les PEL. Vous l'aviez annoncé il y a déjà... Mais je pense qu'on en a parlé tous les deux il y a 2-3 ans. Oui, je pense, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas un journaliste économique pour dénoncer ce hold-up, parce que c'est ni plus ni moins qu'un hold-up. C'est les Dalton. Voilà. Aujourd'hui, les frères Dalton sont à la Banque de France. Et leur patron s'appelle Monsieur Olivier Garnier. Non, le Garnier, c'est le patron de... C'est le directeur général de l'Observatoire de l'Épargne. Là, c'est des mecs qui sont là avec leurs jumelles, et puis ils sont en train d'observer les taux. Alors, à mon avis, quand les taux sont descendus en négatif, alors là, le mec, il a dit, mais attendez, parce que je le répéterai jamais assez, et vous êtes d'accord avec moi là-dessus, le modèle économique des banques a volé en éclats à partir de 2008. Voilà, tout simplement. À partir de la fameuse explosion de Wall Street du 29 septembre 2008. Et aujourd'hui, on est en taux négatif. Alors justement, Pierre, ça va nous amener aussi de nouveau à parler de ces fameux taux négatifs. Oui, alors justement, alors je finis là-dessus parce qu'il y a quand même il y a quand même une sacrée arnaque, parce que les banquiers, évidemment, là aujourd'hui, ce sont devenus les plus grands voleurs. C'est simple, c'est à cause des taux négatifs, c'est eux ou nous. Voilà, c'est eux ou nous, c'est la survie de leur banque. Ou nous. C'est une question de vie et de mort. Donc ils ont décidé de nous plumer, de nous voler. Il faut plumer les clients. Ça, c'est un exemple. Je le dis à tous les spectateurs. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. D'ailleurs, j'ai d'autres cas. J'ai un lecteur, justement, je ne sais pas si vous avez l'info. J'ai un autre cas où j'ai un lecteur qui a reçu un courrier. Voilà. C'est quand même incroyable, quoi. Les banques, pour se tirer d'affaire, soit volent leurs clients, soit licencient du personnel. Les deux, mon général. Soit... les trois, même. Oui, vendent les bijoux de famille. Et voilà, les trois, ils vendent des bijoux de famille. Alors, on le voit ça très bien... Tiens, je vous donne un exemple. Alors, voilà. Donnez un exemple. Alors, un exemple superbe. Attention. Alors, là, nous sommes chez les ultra-riches. Nous sommes chez les ultra-riches de la banque Palatine. Palatine, qui fait de la publicité en ce moment, vous avez remarqué ? Et pour cause. Vous avez jamais remarqué que quand les banques licencient, elles font beaucoup de pubs, En fait, c'est leur façon à elles d'acheter les médias. Excusez-moi de vous demander pardon. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je vais vous la faire avec le petit doigt levé, vous savez, comme pour le thé en Angleterre. Voilà, parce que je rappelle, si vous voulez, mon cher ami, n'est-ce pas que... À la Banque Palatine, leur motto, comme on dit en anglais, leur motto, c'est l'art d'être banquier. L'art d'être banquier, c'est dans toutes leurs pubs. Vous écrivez comment, l'art l'art, je pense que c'est l'art du cochon, là, pour le coup. C'est l'art du cochon. Voilà, parce que la Banque Palatine, donc, qui s'est toujours positionnée comme banque des riches, des PDG, des gros épargnants, est elle aussi victime de taux négatifs, comme tout le monde d'ailleurs. Sur ces 44 agences... Vous voyez, sur ces 44 agences, dès 2022, la Palatine va en fermer 17 et licencier 180 chargés de compte, directeurs et autres administrations. En 2018, je rappelle, 145 banquiers avaient déjà été virés pour avoir bien arnaqué leurs clients pourtant. Voilà comment ils les remercient. Non mais... Voilà, Banque Palatine. Banque Palatine. Mais il y en a d'autres, Il y en a, on va en parler. Alors attendez, parce que c'est ça qui est drôle. Alors je vais vous lire le truc ça c'est nos collègues de la GFI. À l'horizon 2024, la direction prévoit une baisse de 180 du nombre de ses collaborateurs en CDI, avec des départs volontaires, blabla, sur les 1100 présents dans la banque aujourd'hui. Alors je cite, la suppression de ces postes se fera sur les fonctions centrales et s'inscrira exclusivement
dans le cas du turnover naturel en lien avec les départs en retraite, les démissions, la mobilité du groupe, précise Marie Rouen. La direction assure qu'il n'y aura pas de départ contraint ni de licenciement économique. Non, non, juste un peu quoi. Non, juste un peu. Non, ils sont en train de jeter par-dessus bord tout ce qui est possible pour sauver leur compte. Bien sûr, c'est alléger le navire. Et cela avec une phrase d'une lourdeur excessive. Oh bah, si les banquiers savaient écrire, on le saurait. Ils savent peut-être compter. Ils savent, non, la preuve. Non, la preuve. Ils ne savent même pas compter. Bon. Attends, juste alors, mais je vous donne le mieux, parce que c'est ça qui est intéressant avec la Banque Palatine. Hein. Alors, écoutez bien. Les 236 gérants privés passeront en agence mixte avec le statut de banquier privé sur une nouvelle plateforme nommée Palatine et vous Premium. Parce qu'il y a Palatine et vous, gueux. Voilà. Il y a les gueux et il y a le premium. Voilà. Alors, c'est vers cette plateforme que seront orientés les clients qui ne répondent pas au nouveau seuil du groupe pour la gestion privée en agence, à savoir 150 000 € de revenus annuels et 250 000 € d'avoir dans les comptes. Voilà. Donc, c'est la banque des ultra-riches. Et justement... Et regardez bien, Olivier, en fait, ils sont en train de se trahir. C'est que non seulement, dans leur compte, ils ont des clients, des centaines de milliers, qui répondent, en fait, plus ou moins à ces critères. Et bien, malgré ça, ils perdent de l'argent et ils sont obligés de jeter par-dessus bord les banquiers, les salariés, etc., et de vendre des bijoux de famille. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de l'art d'interpréter les communiqués de presse. Oui, mais voilà. Ce que vous faites avec talent, mais conséquence des taux négatifs aussi. Bon. Les banquiers font des erreurs, c'est certain, mais ce sont les taux négatifs qui les plombent. Ah, mais complètement. Complètement. C'est-à-dire, madame... Non, mais attendez, c'est pas les taux négatifs qui les plombent. Ceux qui les plombent véritablement, c'est les centaines les trilliards de fausses monnaies que la Banque Centrale Européenne imprime depuis 2009. Et qui provoquent des taux négatifs, bien entendu. Qui provoquent, et non seulement ça, puis il y a un nouveau phénomène, c'est-à-dire que là, on est rentré dans l'hyperinflation. Alors, même si ça ne correspond pas, on va en parler. Même si ça ne correspond pas à ce que dit le professeur Steve Hanke, que je connais. Mais c'est un énorme dossier que celui de l'inflation. On va en parler tout à l'heure, mais continuons un peu toujours sur ces banques et sur les taux négatifs. On salue les clients de la Palatine. Alors, je dis aux clients de la Palatine, franchement, ne restez pas dans cette banque-là. Les mecs, ils se prennent pour je sais pas qui. À ce tarif-là, vous pouvez aller à la BNP, parce que la BNP aussi, ils ont des trucs un peu piquels. Oui. Vous avez toujours dit que c'était la moins mauvaise de toutes les banques. J'ai toujours dit que c'était la moins mauvaise. Hein. En termes de gestion client, c'est la moins mauvaise. Hein. En Europe, c'est la plus grosse aussi. Sa taille de bilan, c'est 2800 milliards d'euros, plus que le budget, plus que le PIB de la France. Oui. 2800 milliards d'euros. Bon, c'est considérable. C'est peut-être ce qui fait sa force, je ne sais pas. Mais les conséquences aussi de ces taux négatifs. De l'aveu même du PDG de la BNP, il ne savait pas en 2009 s'ils allaient ouvrir. Il y a une très bonne émission qui a été faite sur France 2 où il reconnaissait, je ne sais pas s'il le fait exprès ou pas, ou si ça a été chopé comme ça au micro par hasard, chaque soir, il ne savait pas si la banque serait ouverte le lendemain. C'est vrai. Là, on parle de la BNP, alors vous imaginez les autres. Alors justement, ça va nous amener à reparler sans doute de notre ami Chevalier aussi, et ses problèmes d'effet de levier. Mais pour l'instant, sur les taux négatifs, on vole les clients, on licencie du personnel. On vend les bijoux de famille. Alors, les bijoux de famille, vous avez quelques exemples. J'ai cru voir un exemple à Saint-Brieuc, figurez-vous. Ah oui. Vous l'avez ? Oui, vous l'avez ? Oui, c'est très intéressant. Il y a un très bel hôtel. Un hôtel particulier, Saint-Pierre, il s'appelle. Oui, voilà, Saint-Pierre, voilà. Bon. Je salue, je bénis nos spectateurs, même si je n'ai pas la tenue papale de nos revues de presse papales. Je rappelle que le journal Le Monde m'avait surnommé le pape de la fake news, paraît-il. Parce que j'attaque les banques. Voilà. Il y a deux revues de presse de Pierre Jovanovic. Il y a la revue de presse papale et il y a la revue de presse patriste. C'est le nôtre. Exactement. D'ailleurs, je remercie au passage tous les spectateurs et spectatrices de TV Liberté qui m'ont gentiment, très
gentiment élus. Alors, il paraît qu'ils ont été 680 000 à voter. Oui. Et donc, je suis le journaliste favori des spectateurs de TV Liberté. Voilà. Pendant l'été, donc, je les remercie du fond de cœur. On a en effet eu... Et c'est notre émission qui était une bonne plébiscitée. Quinzaine de nos intervenants, et vous avez été le premier. Félicitations. C'est très gentil, c'est ensemble, c'est notre émission. Hein. Alors, il y a d'autres solutions aussi. Les bijoux de famille, un très bel hôtel vendu à Saint-Brieuc par, je ne me souviens plus. Autant pour moi. C'est la Caisse d'épargne. C'est la Caisse d'épargne. De mémoire, c'est la Caisse d'épargne. Vous avez raison. Le communiqué officiel de la BPCE, ça ne correspond plus à nos attentes, aux attentes des clients. Il paraît que c'est les clients que ça ne leur plaît pas. Je dis, attendez, ça fait quand même, c'était là depuis 60 ans ou 50 ans, ça a très bien fonctionné, donc comme ça, du jour au lendemain. Ça, c'est vraiment pour noyer le poisson. Ils sont ruinés, tout simplement. Il faut le dire. Ouais. Et je le redirai jamais assez, à nouveau à nos spectateurs. Attention à votre banque, c'est eux ou vous. Voilà. Ils vont se servir sur les comptes des gens pour X, Y raison. Oui. Tout simplement. Alors, parmi les solutions, il y en a une autre aussi, qui est énorme, celle-là. Tiens, excusez-moi. Regardez, la banque de voleurs, je les appelle la banque de voleurs, N26, vous savez, c'est une banque bidon allemande qui n'existe que sur Internet. Voilà, on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire qu'en fait, elle a reconnu qu'elle était en perte de 100 millions. Alors que sa spécialité, c'est le vol, attention, c'est le vol des dépôts de tous les étrangers. C'est une banque allemande. Alors vous avez des Pakistanais, etc. Enfin tous les étrangers qui ne peuvent pas ouvrir un compte aussi facilement dans une banque normale. Ils se rabattent sur la N26 qui, elle, ne vérifie pas du tout les documents, ou très peu. D'ailleurs, le gendarme allemand les a condamnés une nouvelle fois, après des avertissements. Et en fait, malgré tout ce qu'ils ont volé sur les comptes, ils ont 100 millions. Ouais. Et donc là, ils se sont dépêchés d'annoncer qu'ils ont trouvé, parce que qu'ils ont trouvé de nouveaux investisseurs, soi-disant qu'ils vont mettre 1 milliard. Je n'y crois pas une seule seconde. N26, comme toutes les autres banques qui ont été lancées, en fait, ne peuvent plus tenir debout à cause des taux négatifs, tout simplement. Voilà. C'est aujourd'hui, vous avez un tremblement de terre et tous les immeubles des banques, tous leurs gratte-ciel sont en train de trembler, sauf les banques américaines. Les banques américaines. Il faudra savoir pourquoi. Mais en attendant, il y a une autre solution aussi pour les banques. C'est la suppression des DAB. Ça, c'est énorme, ça. Oui, vous avez raison, c'est la quatrième solution. Absolument, vous avez raison. Alors, vous avez raison. On avait donné, nous, ici, à peu près... Non, je me souviens. Oui. On avait donné le cas de maires qui se plaignaient parce qu'il faisait l'objet d'un chantage de la part de Caisse d'épargne. Il y avait LCL aussi, en disant, tiens, vous voulez, c'est le dernier DAB qui reste dans votre village ou dans votre petite ville, là. Vous voulez qu'on reste, c'est 11 000 € par an. Boum. Voilà. Ils ont fait chanter les maires. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, alors, les DAB, c'est ma spécialité. Moi, je rappelle à nos informaticiens que pendant 17 ans, j'ai utilisé OS2. Alors, OS2, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais vous en avez parlé. OS2, c'était le système d'exploitation qui était dans tous les distributeurs. Voilà. Il n'y a qu'à peu près 5-6 ans qu'ils ont commencé à installer Windows dessus. Mais pendant longtemps, tous les distributeurs de la planète étaient équipés en OS2, d'IBM. C'est un système d'exploitation vraiment spécifique. Et donc, nous avons ici, alors, je ne sais pas si... tiens, on y est, voilà. Alors, je précise que cette information, alors, elle date du 11 octobre, comme vous l'avez vu. Alors, moi, j'en avais parlé cet été, parce que d'abord, la BNP, en Belgique, et je ne sais plus quelle banque, autre banque là, qui avait fait faillite d'ailleurs, qui a changé de nom. En fait, ils ont décidé de mutualiser. J'aime beaucoup. Ils mutualisent, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire, je ne sais pas, ils ont 2000 distributeurs dans le pays.
on divise par 2, il n'y en a plus que 1000. Voilà. Donc, il y a plus, donc c'est autant de distributeurs en moins à alimenter, donc c'est autant de moins à payer à la Brinks. Oui, bien sûr, pour la distribution. C'est là où est le truc. C'est pas le distributeur qui leur coûte cher, c'est tout le service de sécurité, c'est tous les gens qui viennent le matin ou le soir et qui réalimentent le distributeur. C'est là-dessus qu'ils font des économies. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, non, mais j'insiste là-dessus, parce que le DAB, c'est la clé aujourd'hui de l'économie mondiale. Oui et non, mais parce que ce qu'ils veulent, c'est à terme qu'il n'y ait plus de monnaie papier. Nous sommes bien d'accord. Oui, non, mais là, c'est pas leur truc. Ça, là, c'est, on va dire ça, c'est comment dire, en embuscade. Mais là, ils sont en train de couper, de tailler dans les budgets pour économiser des millions, tout simplement. Oui. Et là, ils sont en train de diviser par 2 tous les gens qui vont... Attendez, vous vous rendez compte, vous avez 2000 distributeurs, eh bien, tous les jours, vous avez la Brinks ou une autre société de sécurité qui, avec son camion, qui doit alimenter. Oui. Vous vous rendez compte, 2000 multiplié par 365 ? Mais je Attendez, ça en fait des opérations, alors, ça coûte une blinde. En effet, c'est un, si j'ose dire, un pognon. Oui, parce que c'est... c'est blindé. Brinks. Non, mais sérieusement, je pense qu'il y a quand même derrière une arrière-pensée. Il y a l'idée. Bien sûr qu'il y a une arrière-pensée. On va à terme se passer du cash et qu'on va aller vers des monnaies numériques, etc., etc. Vous savez, j'ai fait une expérience très curieuse. Oui. Je me rends dimanche matin auprès d'une abbaye célèbre, et là, je vois un pauvre gars qui me demande un peu d'argent liquide pour déjeuner. Oui. Franchement, il m'a fait de la peine, ce gars, et je l'aurais donné volontiers, mais je me suis aperçu. Et je pense que nos concitoyens, vous n'avez pas de liquide ils font cette expérience. Ils font cette expérience. On n'a plus de liquide sur soi. D'abord parce qu'on risque de se le faire voler, ensuite parce qu'il y a moins de DAB, ensuite parce que, malheureusement, le sans-contact. Ah bah tiens, j'ai une réponse pour vous. C'est une catastrophe pour les clochards, excusez-moi. Alors, Olivier Pichon, j'ai la réponse, l'illustration parfaite de ce que vous venez de dire. Alors, écoutez bien. Alors, je fais une parenthèse, mais c'est l'enchaînement logique de la suppression des DAB et de l'argent liquide, bien entendu, puisqu'ils veulent le remplacer à terme par une crypto-monnaie publique. Ouais. On va venir. Par public, entendez par là, autorisé par la Banque centrale. Oui. On précise bien. Monopolistique. Et nous avons déjà un exemple, là, qui fonctionne. C'est au Brésil, qui a pris 2 ans d'avance sur tous les autres pays. Boum. Alors, écoutez bien, Bloomberg nous explique que la Banque nationale a créé en 2020 un système de paiement par téléphone mobile qui a rencontré un immense succès puisqu'il fonctionne déjà sur les portables de plus de 110 millions de personnes, donc au Brésil, soit la moitié de la population, mais 80% de la population active. Oui. D'accord ? Voilà, c'est la population active qui est importante, pas les enfants, etc. Voilà. La monnaie digitale s'appelle Pix. Et pour vous montrer à quel point la population l'a adoptée, il suffit de savoir que même les mendiants s'en servent. Voilà. C'est ça, mais voilà. Et voilà, c'est la validation finale. Donc, vous voyez, ça illustre. Là, on est en phase, c'est clair. Vous voyez, parce que j'ai mis. Alors, la raison du succès, la simplicité pour l'envoi d'argent à quelqu'un d'autre et pas de limite. Du coup, les gens peuvent même y recevoir leur salaire. Voilà. Et il y a eu 89 milliards de dollars qui ont été qui ont bougé, qui ont été transférés de téléphone, enfin par les téléphones. Et là, il n'y a pas de commission. Attention. Ah, c'est intéressant, ça. Non, là, il y a 0 commission. Alors, là, les banques ne gagnent pas. C'est comme si vous... Et ben voilà. Mais c'est la décision de la Banque centrale. Attention. Est-ce que c'est donc les banques privées, je veux dire, elles ne gagnent pas. Par exemple, moi je fais un virement privé de mon compte. Alors il me demande, et j'ai une fenêtre, est-ce que vous voulez payer 1 euro pour un virement instantané ? Je dis, oui, je vais payer instantané, je ne vais pas attendre une semaine pour que ça arrive, mon enfoiré. Voilà, mais c'est 1 euro de plus. Alors que, vous voyez, là, ils n'ont pas. Et puis, vous n'avez pas besoin de rentrer les destinataires, les machins, les trucs, etc. C'est pénible. Et voilà. Et là, au Brésil, on a quelque chose qui fonctionne déjà. Et c'est très intéressant à constater, pour une raison très simple. C'est parce que le Salvador,
le pays, Oui, a rendu le Bitcoin comme monnaie légale. Oui. Donc ils ont 2 monnaies légales, leur peso, ou je ne sais plus comment, peso quelconque, ou le Salvador, le Bolivar, le Libertad. Par exemple. Voilà. Donc eux, ils ont 2 monnaies, mais le Bitcoin n'est pas aussi accepté que ce système de transfert, oui. Que ce système de transfert. Donc là, on est en présence de quelque chose qui va faire école, à mon sens. Oui, mais alors, vous annoncez plus encore. Vous annoncez quelque chose que vous aviez dit dans 777, c'est que, à terme, la société Walletmore va vous greffer dans la main. Non, mais ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Non, mais imaginez, ça, énorme. Chers téléspectateurs, on énorme. vous met une puce dans la main. Vous n'aurez pas un poil dans la main, mais une puce dans la main. Et alors, c'est le chirurgien peut-être qui va le faire, je ne sais pas. Et cette puce, nous allons montrer l'image à nos téléspectateurs. Mais j'en parle parce que France 2 en a parlé l'autre jour. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu. Enfin bon, ils en ont fait tout un plat, si j'ose dire. Ouais. Donc bon, voilà, là on y est. Alors pour l'instant, leur truc, bon, il n'est pas encore tout à fait au point. Oui, parce que le coût, c'est 199 €. Alors voilà, ça coûte, en fait, grosso modo, c'est une puce. Donc qui est entouré d'un plastique polymère donc hypoallergénique, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Mot, oui. Et donc vous l'implantez. Donc si vous êtes droitier, ici. Si vous êtes gaucher, vous êtes là. Enfin en général c'est là. Hein, voilà. Il faut passer par un chirurgien spécial. Donc et il y a une antenne. Donc en fait il y a un NFC. C'est un peu comme quand vous mettez votre, vous savez, pour ouvrir les portes avec le sans contact. Hein, c'est le même principe, hein, grosso modo. Voilà. Et donc, à partir d'une fois que vous avez la puce dans votre main, donc elle va durer 5 ans, hein, sa durée de vie, et donc c'est par votre téléphone, donc vous avez le logiciel qui va s'interfacer à votre banque. Voilà. Moi, je pense que ça va faire... moi, j'ai toujours dit, de toute façon, la puce, vous l'avez déjà sur vous. Comme vous savez, comme dans l'Apocalypse de Jean, vous ne pourrez ni vendre ni acheter si vous n'êtes pas marqué par le nombre de 666. Hein, voilà, j'ai exposé ceci dans 2 livres, 777 et 666. Voilà, très clairement. Eh bien là, on y est. C'est-à-dire qu'ils veulent véritablement venir au sans contact. Et je pense qu'ils vont trouver quelque chose qui va durer éternellement. La preuve, c'est que, je ne sais pas si vous avez des chiens ou des chats, mais aujourd'hui, ils sont pucés. Ils sont pucés, bien sûr. Et c'est là où ils veulent venir. Oui, exactement. Sauf que, en plus d'un moyen de paiement, qui vous sera vendu, entre guillemets, comme quelque chose de pratique, on mettra aussi votre bulletin de santé, on mettra... Ah, mais c'est Blight Masters, c'est Blight qui est numéro 2 de ID 2020. Hein, ils veulent en venir... Vous avez tout, votre passeport... Hein, voilà, votre carte de crédit, votre passeport, votre permis de conduire, votre numéro de sécurité sociale et votre carnet vaccinal. Mais que sais-je encore, votre casier judiciaire, enfin la totale. Non, mais la totale. Et à ce moment-là, je veux dire, vous êtes sous le contrôle total d'un gouvernement informatique. Hein, c'est le contrôle social à la chinoise. Voilà, alors écoutez bien, parce que je reviens au DAB, hein, c'est au DAB, puisque BNP, Société Générale et Crédit Mutuel veulent fusionner leur réseau de distributeurs, donc ça date du 11 octobre. Oui, mais ils fusionnent, mais ils réduisent les DAB. Voilà, sur les 48 000 DAB en France, d'accord. Donc je précise que 10% du parc environ est soit en panne, soit vide, en tout temps. Hein, voilà. Ces 3 banques en gèrent 15 000. Ce qui voudrait dire que globalement, il ne resterait sans doute plus que 6 000 ou 7 000. Les 3 voulant ensemble et durablement le meilleur accès. Mais se foutent de nous, quoi. Nous voulons le meilleur accès. Oui, sauf qu'on réduit le nombre. Réduit le nombre. Ce sont des menteurs. Vous savez, c'est 1984. Mais bien sûr. C'est votre... c'est mon dada. C'est votre dada. Mais on est là-dedans. C'est orwellien. Ensemble et durablement, le meilleur accès aux libres services bancaires et renforcer l'offre. Les enfoirés. On renforce l'offre. Mais non, tu la renforces pas, enfoiré. On la diminue. Tu la diminues. Écoutez, moi j'ai fait un reportage en Turquie, on va en parler là. Mais les banques turques, elles installent 15 distributeurs à la douzaine. Ah, je l'ai vu toutes les semaines. Toutes les semaines. Et mieux que ça encore, c'est-à-dire que vous vous arrêtez, je me souviens, c'était dans le Taurus. On s'arrête dans le Taurus, dans une station-service,
vous n'aviez pas un DAB? Vous en avez 6, oui, tout à fait. Non, mais c'est... voilà, parce que... Enfin, on aura l'occasion de reparler de la Turquie, parce que ça part. Voilà. Traduction à terme, les agences seront sans doute mutualisées, exactement comme ce qui se prépare déjà aujourd'hui en Angleterre, puisque les clients des 3 banques pourront déposer des chèques dans les robots en place dans ces 3 enseignes. Voilà où ils veulent en venir. Oui, vous voyez, ça, c'est en fait une mutualisation, pardon, des agences. Voilà où ils veulent en venir. L'autre mot pour mutualisation, c'est monopolisation. Oui, il y a de ça, oui. Il y a de ça. Tiens, je vous donne un... alors, voilà, pour la puce, là, dans la main, alors donc c'est du 25 octobre 2021. Voilà. La société vous garantit la propreté, encore heureux, du processeur emballé dans un plastique polymère hypoallergénique compatible avec votre peau et qui peut envoyer ses ondes NFC, donc Near Field Communicator, à tout moment. La vidéo explicative officielle de la campagne est ici, donc on va la montrer brièvement, hein, c'est pas la peine. La Banque Postale, bien entendu, on a beaucoup parlé, d'autres on en parle, et ils sont pas les seuls, hein. Ils sont pas les seuls, hein. Il y en a d'autres maintenant qui arrivent. Et alors juste, je précise quelque chose, réputé inviolable. Oui. Là, on parle d'autre chose, mais c'est sur les téléphones, là. Apple Pay, hein, vous savez ce que vous pouvez payer avec votre téléphone Apple. Alors, Apple Pay comportait une faille pour les possesseurs de cartes Visa enregistrées sur ce système de paiement sans contact. Voilà. Des chercheurs en cybersécurité de l'université de Birmingham ont démontré qu'il était possible de contourner le verrouillage de l'écran d'un iPhone et de déverrouiller l'option Apple Pay pour l'approcher d'un terminal de paiement. Voilà. C'était sur CNews. Enfin, je pense que c'est l'AFP. Eh bien, voilà. Après cette avalanche d'informations et d'analyses, nous allons faire une petite pause. Et alors, attendez, juste avant la pause, il y a quelque chose de très important, parce que tout à l'heure, on a parlé du statut vaccinal. Regardez ça. C'est du 4 octobre. ING Belgique trace le statut vaccinal de ses clients. Oui. C'est notre lecteur Thierry, qu'on salue. ING, c'est une banque. ING Belgique, en plus de vos comptes, vous pouvez accéder à vos informations Covid, vaccin, résultat de vos tests PCR. Bonjour le secret médical. Voilà, exactement. Non, vous voyez, on voit l'entonnoir, on voit l'entonnoir, on y va, on y court. C'est une espèce de spirale, de tourbillon, comment appelle-t-on ça, un vortex qui nous entraîne tous à passer par le... Exactement, voilà. C'est très impressionnant. Et alors, je voulais vous parler, juste avant de faire la pause, tiens, j'ai retrouvé Saint-Brieuc. Voilà. J'ai retrouvé Saint-Brieuc. Voilà, c'est la Caisse d'épargne. Oui. Hein, l'agence historique de la Caisse d'épargne, l'hôtel Saint-Pierre, construit en 1909 par l'architecte Georges Robert Lefort de la rue de Rohan à Saint-Brieuc, est à vendre. Si cela intéresse l'un de nos lecteurs, aux spectateurs, aux spectatrices. Voilà, donc, voilà. Ou si ça intéresse Charles Gave, parce que Charles Gave peut éventuellement le racheter pour en faire une campagne pour Zemmour. Parce qu'il s'est fait éjecter du Crédit du Nord. Il faut qu'on en parle. Il a fait un chèque de 300 000 € à Zemmour, ils l'ont éjecté. Non, mais justement, pas, quoi. Oui, mais alors, vous me dites, dans votre revue de presse, vous dites, le Crédit du Nord est mouru. Alors, il est mort ou pas? Il est mort, c'est fini, c'est terminé. Ah oui. Attendez, on en a parlé nous-mêmes il y a 6 mois. Oui, mais... on l'avait annoncé, j'ai été le premier à l'annoncer. Mais même l'enseigne va disparaître? Ah bah complètement, bien sûr. Oui, ils vont peut-être en garder une ou deux, mais 3800 licenciements, départs, machin, tout ce que vous voulez, c'est fini. Crédit Nord, c'est terminé. Autrement dit, quand il y avait dans une rue, vous aviez une agence Société Générale, et un peu plus loin, vous avez une agence Crédit Nord, comme c'est le cas, par exemple, avenue des Ternes, de mémoire, mais partout, à Lyon, à Annecy, etc., c'est fini. Et le Crédit Nord va disparaître, il restera la Société Générale. Ouais. Vous me suivez? Oui, donc on voit l'offre qui diminue également pour les clients. Je veux bien, oui. Bon, même si c'était une fausse offre, mais Crédit Nord, il y avait une autre mentalité. Les banquiers du Crédit Nord, c'était quand même une autre classe. Moi, je me souviens de Pierre Simon. Je veux dire, Pierre Simon était un des grands patrons du Crédit du Nord. Excusez-moi, c'était une autre trempe que les margoulins qu'on a à la banque aujourd'hui. Voilà une très bonne conclusion provisoire. Bon, on salue Pierre Simon. Parce qu'on parlait de Saint-Pierre, là, puisque Pierre s'appelait Simon avant. Donc exactement. Voilà, à tout de suite. Et en grec,
comment il s'appelait? Stay tuned. Kepas. Kephas, oui. Le pétrole. Oui, Kephas. Oui. Vous savez que pétrole, ça vient de Petros, Pierre. Hein, Petros, Pierre. Donc en fait, quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous mettez du Saint-Pierre. Hein, voilà. Et en arabe, Boutros. Boutros, exactement. Boutros Ghali. Qui était le fameux Boutros Ghali. C'est un copte. Bien. Pause. Alors, chers téléspectateurs, il y a une information quand même que Pierre a notée, qui me paraît de très grande importance, parce que avec d'autres invités, nous en avons parlé. C'est le problème de savoir combien de temps la banque... J'aime beaucoup quand vous prenez l'air dramatique comme ça. Oui, mais parce que c'est dramatique, mon cher Pierre. Mais c'est dramatique, mais moi ça me fait rire, avec tous les taux négatifs et tout ça. Mais justement, c'est conséquence du taux d'étonnement. Combien de temps la Bundesbank, la banque centrale allemande, va accepter la légèreté de la BCE et de Mme Lagarde? Voilà, pas le choix. Et Monsieur Weinmann, gouverneur de la banque centrale, la Bundesbank, vient de démissionner. Ouais, Franz Ferdinand. Franz Ferdinand vient de démissionner. Voilà. Oui. Non, mais ça faisait quand même des années qu'il était en conflit total avec la Banque Centrale Européenne, qui l'accusait de faire de la planche à billets et qui disait que ça allait redémarrer comme avec la République de Weimar. Oui. On a fait une émission ensemble là-dessus. Hein, voilà. Oui. Simplement. Mais là, il a démissionné brutalement, alors qu'il lui restait 4 ans. Oui, seulement 5 ans même. 5 ans, pardon. 5 ans. Oui, autant. Mais le problème, il est plus seulement financier, il est constitutionnel, car ça n'est pas conforme à la Constitution allemande que de laisser la BCE engager la Banque centrale allemande sur des rachats de titres auprès des banques européennes. À propos d'achat de titres, je vous rappelle que, je crois que je l'ai donné quelque part, mais d'ici une semaine, les 24 ou 23 membres de la Banque Centrale Européenne vont se réunir. Alors écoutez bien, oui. Et savez-vous pourquoi? Justement pour abaisser le seuil, enfin pour l'augmenter plutôt, pour augmenter le seuil, pour racheter encore plus d'actions, afin que Wall Street et que le CAC 40 et toutes les places financières ne s'effondrent pas. Voilà. Et donc il a décidé qu'il en avait marre. Et il leur a plaqué leur démission. Alors, ça va peut-être également avec les nouvelles élections, avec le nouveau chancelier qui va arriver, mais peu importe. Je veux dire, il aurait pu dire je pilote encore 1 an et demi, de manière à ce que le nouveau gouvernement s'installe et qu'on voit qui on met à ma place, par exemple. Voulez-vous... Mais il aurait pu tout aussi bien finir son mandat. Qu'on ajoute le commentaire... Tricher, il a fini son mandat. Oui, bien sûr. Il a triché jusqu'au bout. Il a triché jusqu'au bout. C'est tout à fait ça. Commentaire de Bernard Monod, que nous avons reçu sur ce plateau. Oui. Je le cite, je me permets de le citer. Oui, il manque un bout, il manque une phrase. C'est pas grave. Ouais. La démission du président de la Bundesbank est symptomatique de la grave désunion européenne et du futur éclatement de la zone euro par un choc d'inflation. Voilà. La France va retrouver son indépendance politique avant la crise, avant l'explosion, avant la chute. Voilà. Donc effectivement, Bernard Monod a tout à fait raison. Nous aussi, là pour le coup, on en parle depuis des années, mais là, on le voit. On est prophète. Là, on Vous voit. êtes prophète, mais... Tiens, justement, attendez, on va fermer le volet taux négatif, parce que c'est très important avant qu'on aborde l'hyperinflation. Voilà, regardez bien. Alors, ça date du 18 octobre. La Bundesbank, j'ai mis la Bundesbank. Oui, j'ai vu en effet. La Bundesbank a offert sa dette à la vente sous forme de bons du Trésor, comme d'habitude, sur un an, voilà. Et imaginez qu'il y a eu assez de fous pour en acheter pour 4 milliards. 4 milliards d'euros, je précise. Oui, mais à quel 4 taux milliards sur un an, C'est-à-dire qu'ils vont récupérer, voilà. Taux, devinez le taux, 0. Et voilà. Voilà, 0. Et vu l'hyperinflation qui va se terminer cette année, puisqu'on a là en France, on va être à 15% à peu près, à vue de nez, eh bien ça veut dire qu'ils vont perdre moins 15. Voilà, moins 15. Moins 15% l'année prochaine. Oui, mais sachant que l'hyperinflation va continuer l'année prochaine. Oui, mais pendant ce temps-là, le bilan de la BCE continue de gonfler. Et... Mais attendez, la planche à billets, du coup, Christine Lagarde, qu'est-ce qu'elle est obligée de faire? Elle est obligée de continuer de la planche à billets. Ouais. C'est l'objet de leur réunion.
Oui, c'est surtout ça. C'est l'objet de leur réunion, la prochaine. Et peut-être la démission de Weidmann aussi. Bon, mais ils vont en parler, sans doute. Alors, conséquence, de son côté, la BlackRock, elle, a hérité, selon le Financial Times, de 75 milliards de dollars de plus à gérer, venant de clients qui veulent quand même essayer de gratter un 5% malgré les risques. Oui. Vous voyez. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des... Moi, je rappelle, enfin, j'en ai déjà parlé à l'occasion, mais ce sont vos fonds de pension, notre épargne. Et c'est les fonds de pension qui ont acheté ça, hein, 4 milliards, avec un moins 15. Donc, c'est de la folie furieuse, quoi. Attendez, oui, on le dit depuis le capitalisme est détruit par le capital. Oui, c'est très curieux. Plutôt par les taux négatifs. On vit un moment historique extraordinaire. Tout à fait. Du point de vue du journalisme économique, c'est cette époque-là qu'il fallait venir, qu'il fallait s'incarner. Destruction du capitalisme par les capitaux. Exactement. Voilà, en fait, une autodestruction. C'est l'autodestruction des banquiers. Hein. Oui, mais attention, le troisième point, c'est l'arrivée de graves désordres sociaux. Tiens, regardez, Virgin Money. Alors, Virgin Money, c'est une banque anglaise, regardez. Victime des taux. C'est Branson. Oui, lancé par Branson il y a 21 ans et qui avait racheté la branche, la branche saine de la banque anglaise qui avait fait faillite en 2007. La Northern Rock, vous vous souvenez de ça? Qui était annonciatrice de ce qui allait se passer en 2008. Oui, vous vous souvenez de ça, qui a été nationalisé? Voilà. Les taux négatifs sont en train de la détruire et pour sauver les meubles, la direction a décidé de fermer brutalement 31 agences et de virer 112 banquiers afin de sauver ce qui peut être encore sauvé. Voilà. Ça, c'est Virgin Bank. Ça, c'est Virgin Bank. Ensuite, il y a la Bank of Ireland. Bank of Ireland a décidé de fermer 88 agences. La semaine dernière. Et ensuite, il y a... je vous le donne de tête, hein, je crois que c'est la banque Halifax. La banque Halifax et puis une autre banque anglaise, ils ont décidé de fermer, je crois que c'est 30 agences l'un et 40 agences l'autre. Ce qui, avec toutes les agences qu'ils ont déjà fermées, ça fait 250. Hein. C'est énorme. Hein. Mais c'est complètement fou. Donc, tout est en train de s'écrouler. La banque est en train de s'écrouler. Totalement. Et on voit bien que ça déclenche, qu'ils sont victimes des taux négatifs. Regardez. Ah oui, ça c'est très important. Écoutez bien, parce que ça c'est très important. C'est notre lecteur Steven qui nous dit j'ai un courtier qui s'appelle Lynx Broker et qui m'informe que mon épargne détenue en certaines devises sera désormais en taux négatif. Voilà, et son CTO donc est adossé à la banque JP Morgan. Étant un expatrié et payé en dollars, cela ne m'impacte pas car la majorité de mon cash est justement en dollars. En revanche, pour l'euro, le franc suisse, la couronne suédoise, le yen, la monnaie tchèque et la couronne danoise, eh bien tout sera à moins 0,25. Voilà, vous avez les... Regardez. Et ils s'en sortent bien parce que, regardez bien, la banque Nordea, qui est une banque danoise, elle a décidé d'augmenter son taux négatif qui passe de moins 0,6 à moins 0,7. Oui, enfin, d'augmenter, oui. Oui, enfin, ou de baisser, je ne sais pas comment on peut... Comment on peut augmenter le moins? On n'a jamais prévu ça. C'est inédit, totalement inédit. Historiquement, jamais vu. The Bank Nordea is to increase the amount of negative interest applied to private customers. Alors, tout ce qui est au-dessus de 100 000, boum, 100 000 couronnes, un Disney. Very good accent. Thank you. Voilà, the Bank of... but you are French. Voilà. Voilà. Donc, non mais, et ça date du 25 octobre. Alors, oui, ça continue. Taux négatif. Voilà. Taux négatif, c'est-à-dire que les banques, pour se sauver elles-mêmes, appliquent, c'est-à-dire font payer leurs clients, prennent l'argent sur le compte des clients pour se renflouer elles-mêmes. Mais ça ne suffit pas. C'est ce qu'on voit. Oui, c'est ce qu'on a expliqué. Voilà, c'est ce qu'on voit. Alors, tiens, là, c'était du 4 octobre. Fausse monnaie euro, c'est le 14 juillet des taux négatifs. Hein, voilà. Oui, à propos de l'euro. Un petit courrier reçu de la BNP. Oui. Voilà. Pour la copropriété dont j'ai la gestion à titre... J'ai vu ça, blablabla. Voilà, ils seront en taux négatif. Voilà. Alors, tout va être en taux négatif. Et il y a une chose aussi qu'il faut signaler, c'est qu'on parle d'avoir en dollars, on parle du dollar.
est-ce qu'on sait que l'augmentation actuelle du prix des carburants, et surtout du fioul, est due au fait que l'euro a baissé? Et comme on achète le pétrole en dollars, il faut plus d'euros pour l'acheter, et donc on le paye plus cher aussi. Oui, enfin ça c'est une arnaque des Américains habituelle, excusez-moi. Bien sûr. Pardonnez-moi. Mais parce que, attendez, le pétrole est payé en dollars. Pardonnez-moi, mais là j'ajoute une précision à nos spectateurs, parce que ça, je l'ai chroniqué avec Laurent Fent, on l'a chroniqué live fin 2009, quand l'euro était devenu aussi fort que le dollar, même plus fort, et quand ça a attiré donc tous les investisseurs du monde entier, y compris les pays arabes, producteurs de pétrole, les Américains l'ont très très mal pris et ont commencé à dézinguer l'euro. Et ils l'ont dézingué, ça a commencé donc en mi-2009 et ça continue jusqu'en 2012. Ils l'ont dézingué. Oui, mais enfin, Madame Lagarde y est aussi pour quelque chose. Non, mais à l'époque, elle n'y était pas, Madame Lagarde. C'était Trichet qui était là. Oui, Trichet. Mais le quantitative easing n'est pas bon pour l'euro non plus. Quantitative easing, c'est planche à billets. Appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. Et Rollet un fripon. Tiens, regardez, je termine là-dessus brièvement. Les banques du Luxembourg achèvent bien les capitaux. Voilà. Ça, c'est le journal luxembourgeois L'Essentiel, qui a un peu énervé notre lecteur André. Avis à la population, en 2022, tous les dépôts de plus de 250 000 euros seront ponctionnés par un joli moins 0,5. Voilà. Donc eux, ils sont à moins 0,5. On vient de voir que la banque danoise est montée à moins 0, ou descendue, là aussi, est descendue, pour le coup, forcément, à moins 0,7. C'est comme un parking, hein. Vous savez, on est en moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, moins 6. Non, mais c'est ça, c'est l'idée. Hein. On creuse, hein. On creuse. Pierre. On creuse. Oui, on creuse, mais on ne trouve pas de pétrole. Alors, non, on trouve des taux négatifs. Donc, conséquence de tout ça, taux négatif, l'immobilier continue. Voilà, évidemment. Alors, j'ai toujours dit, la maison, le jardin, et une fois que vous avez ça, de l'or, alors basta. Ou voitures de collection, j'en ai souvent parlé. Ah oui, ça, vous avez vu que les voitures de collection ont pris 24%. Oui, j'ai vu ça. Parfois même 40% sur certains modèles. C'est impressionnant. Impressionnant. Mais tout ceci nous conduit, la planche à billets produit enfin ce que tous les économistes savent, de l'hyperinflation. Je voudrais qu'on parle de cette hyperinflation, parce que elle a des conséquences catastrophiques. Par exemple, je pense à... Je ne sais pas si vous faites référence à ce papier-là. Oui, bien sûr. J'en ai plein d'autres. Regardez, tout ça, c'est l'hyperinflation. Voilà. Bernard Monod et Charlie Bilello ont établi le panorama des hausses observées aux États-Unis, sachant que ce sont les mêmes en France. C'est impressionnant. Voilà, je l'ai. La hausse des prix est colossale. Comme en France. Le mazout, entre octobre 2020 et 2021, plus 117%. Ouais. Le pétrole VTI 105, Brent, pétrole Brent 100, la mer du Nord. 100%. Essence 98%, café 95%, gaz naturel 91%, aluminium 67%, bois, etc. etc. Voilà. C'est complètement fou. Électricité. En général, quand il y a de l'hyperinflation, les gens veulent se précipiter sur l'or et l'argent. Et qu'a fait la Fed, comme d'habitude, avec la JP Morgan? Ils ont fait baisser l'or et l'argent. Non mais attends, c'est quand même incroyable. Je rappelle que des traders de la JP Morgan sont en prison aujourd'hui, ainsi que d'autres banquiers, pour des faits qui datent d'il y a 10 ans. Alors, ce qui m'étonne quand même, c'est que on voit bien, et les gens le vivent dans leur supermarché, à la pompe, que sais-je encore, ils vivent cette augmentation des prix. Mais l'INSEE nous dit le contraire. Non mais attendez, là, écoutez, je n'ai pas regardé qui était le président de l'INSEE, mais monsieur le président, vous êtes vraiment un enfoiré, hein, pardonnez-moi, mais osez nous dire que l'inflation cette année va être de 2,2%, hein, on a la capture écran là, je ne sais pas si vous avez le papier, il nous dit c'est 2,2, mais ils nous prennent pour des billes quoi. Alors, tout dépend. Enfin c'est même pas des billes, pour des pétanques, hein. Pétanques. Parce que là... Quel est le panier qu'il a choisi de constituer pour déterminer une si faible hausse des prix? Ah mais moi je ne sais pas ce qu'il a pris. Hein. C'est vrai qu'il faut un panier. En général, il se sert, vous savez, de l'informatique et de l'électronique. Avec des algorithmes. Qui font baisser, parce que, vous savez, les modèles nouveaux font baisser les prix des anciens, et donc ils se basent là-dessus
pour... voilà, mais là, tout le monde le voit. Le vécu. Mais tout le monde le voit. Et enfoiré de l'INSEE, mais vous n'avez pas honte de tricher comme ça, de prendre les Français pour des crétins. Honte à vous. Mais enfin, c'est incroyable. Ça date du 15 octobre, donc mais c'est tout incroyable. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ils affirment que les prix n'ont pas bougé. Mais les Français ne peuvent pas accepter une proposition comme celle-là. C'est pas possible. Enfin, c'est démenti par la réalité. Alors, le problème que vous évoquez, Pierre, c'est que vous dites, on va revoir des gilets jaunes sur les ronds-points. Ça a commencé. Ça frémit. Non, ils sont déjà d'or, hein, ça y est. Et puis là, j'ai vu passer sur Twitter. Tiens, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon fil Twitter parce que moi, c'est tous les jours. Hein, c'est la revue de presse continue sur le fil Twitter. J'ai vu passer les appels pour ce samedi-là. Oui, j'ai vu. Ce samedi-là. Voilà. Alors, vous rappelez une statistique très intéressante. À partir du moment où les dépenses de nourriture arrivent à 40% du budget d'un ménage, c'est le seuil de déclenchement des conflits des sociaux. révoltes, exactement. C'est la révolte. Alors, est-ce qu'on y est à 40% ? Je pense que, vu l'hyperinflation, là, on continue. Parce qu'il y a aussi les dépenses... Vous avez vu ce que décidé le gouvernement ? Oui. Tiens, prends 100 balles. 100 balles. Vous avez vu la caricature... Cuisse de poulet, je paf. Vous avez vu la caricature qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, on voit un malheureux clochard qui est assis sur le trottoir et on voit Castex qui lui dit attention, 100 francs, mais il ne faut pas aller le boire, 100 euros, il ne faut pas aller les boire. Et derrière, il y a Macron qui dit non, il faut les voter. Ouais, non, mais il y a de ça, quoi. C'est vraiment... C'est une insulte. C'est vraiment un truc de jeu de riche. Vous savez, ça me fait penser... vous savez, vous savez, aux pauvres qui n'osent pas demander de l'argent. Et en fait, la phrase culte, enfin, culte populaire, on va dire, vous pouvez faire un petit geste ? Oui. Oui. Alors un petit geste, ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà, un petit geste, voilà. C'est le gouvernement français. Qui nous fait un petit geste. Bercy vient de faire un geste, mais alors le bras d'honneur magistral aux Français. Tiens, 100 balles et encore dans 2 mois. Tu les auras dans 2 mois. C'est-à-dire qu'en fait, ils leur donnent ce qu'ils leur prennent d'avance. Ils vont leur rendre. Non mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Vous savez, il y a des ressources, on peut les prendre. Ils suppriment les DAB, on vient de le dire dans la première partie, ce qui va forcer les gens à aller rouler encore plus pour... Enfin, bien sûr. Mais on peut tout de suite trouver 1,61 milliard, c'est exactement le chiffre de l'AME, par exemple, l'aide médicale d'État. Tiens, regardez. On peut aussi... Voilà, c'est les dépenses, la hausse des prix. Voilà, regardez la destruction du capitalisme avec le panorama des taux réels. Voilà, Louis Lefebvre a publié sa liste des vrais taux, c'est-à-dire le taux d'inflation par rapport au taux directeur de la Banque centrale, ajusté à l'âge du capitaine. Non, et la vitesse du vent. La vitesse du vent, voilà, c'est ça. Non, en fait, ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Et le ressenti de la température par rapport à la vraie température. C'est le nominal moins l'inflation. Voilà, c'est ça. Et alors donc aujourd'hui, officiellement, l'Argentine est à -13, la Pologne à -5, les États-Unis à -5, ainsi de suite. Donc là, ça date du 11 octobre. Vous retrouvez ça sur quotidien.com. Voilà. Même la Suisse est à quasiment -2, la Suède est à -2, etc. Moi, je rappelle que je veux dire, l'inflation cette année a été de 15% en France, grosso modo. Si vous ajustez les assurances, le gaz, le pétrole, tout, le café, ce que les gens achètent, fruits et légumes. C'est le panier. Bam, le fameux panier. Le fameux panier de la ménagère, il a pris 15%. Ouais. Donc, et l'INSEE vous dit 2,2. D'accord ? Donc ça veut dire 13%. Ouais. 13% dans la figure. Bon. Donc, conflits sociaux colossaux à venir. Et attendez, Bercy fait tout pour calmer la situation, parce que les élections sont dans 6 mois. Alors justement, je m'interroge, vous allez me répondre là-dessus. Est-ce que la prolongation du pass sanitaire et tout le cinéma qui est fait autour de la crise sanitaire ne vise pas finalement la lutte contre la pandémie, mais véritablement un moyen de domestication de la population, sachant que celle-ci a des motifs. Degré d'obéissance. Voilà. La preuve, regardez, je vous le prouve, enfin entre guillemets, par... Moi, je vous ai posé la question. Oui, non, mais je vais vous répondre par effet un miroir inverse. C'est-à-dire que j'ai vu passer une information hier, comme quoi, pour les meetings politiques, c'est-à-dire qui vont venir donc pour la présidentielle,
il ne sera pas demandé de passe sanitaire pour entrer dans la salle. Alors que vous voulez aller prendre un café, si vous n'êtes pas vacciné, c'est mon cas, je ne suis pas vacciné. Hein, depuis 2 ans, j'ai rencontré des milliers de personnes. Donc, a priori, moi j'ai les défenses naturelles pour la chose. Je ne suis pas un danger. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour prendre le TGV, là, vous êtes obligé d'avoir un pass sanitaire. Pour prendre le TER, qui va mettre 3 heures de plus que le TGV, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pass. Non, mais vous vous rendez compte de l'escroquerie? Et ce gouvernement se félicite d'avoir vacciné les Français, mais il les a vaccinés par chantage, par coercition. Oui. Attendez, pardonnez-moi, mais c'est grave ce qui se passe. Et attendez, et c'est pas fini. S'ils ne font pas le 3e rappel, je vous fiche mon billet que leur passe sanitaire va sauter. Voilà, il va être comme en Israël. En Israël, ils réclament le 4e. Alors je dis aux vaccinés, les mecs, bravo. 3e, 4e, puis 5e, jusqu'à combien, comme ça, 8e, je sais pas. Mais Pierre, pensez quand même à tous ces gens qui doivent travailler et pas seulement. Mais je sais, mais je pense pas. Mais c'est ce que je viens de dire, au chantage. Mais ils sont. Attendez, pardonnez-moi, mais le fait de dire qu'ils sont, ils sont pris entre 2 étaux, c'est pas rien. Je parle pas d'étaux négatifs par rapport au coup. Non, mais sérieusement, d'un côté le risque pour la santé, de l'autre rembourser la maison, sinon on perd le boulot. Dans mon entourage, il y a des gens qui ont perdu leur boulot. C'est dramatique. Dramatique, il faut... Alors, en revanche, vous avez vu qu'en Martinique, ils ont fait plier le gouvernement. Vous avez vu que le joueur de tennis Djokovic, serbe, a fait plier l'Australie, qui est quand même là, incroyable. Il a dit, moi je ne suis pas vacciné, je vous bip, je ne viens pas à votre tournoi. Alors les Australiens, du coup, parce que ça fait venir du monde, évidemment. Ils ont fait marche arrière. Mais quelle escroquerie! Mais quelle hypocrisie! Mais c'est-à-dire c'est comme l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas obligés d'être vaccinés pour entrer. Vous voulez aller au cinéma? Oui. Je ne suis pas vacciné non plus, mais j'ai eu le Covid. Vous êtes obligé d'avoir votre passe sanitaire. Alors, j'ai un passe, mais parce que j'ai eu le Covid. Comme Zemmour a eu le Covid, comme des amis qui ont eu le Covid, et ils ont le pass, effectivement. C'est très curieux parce avec une injection. Voilà. J'ai pris le TGV énormément depuis 15 jours. Jamais été contrôlé. Par contre, j'ai un contrôleur qui s'est pointé parce que j'avais le masque un peu en dessous du nez. Il m'a fait un cinéma. Non, mais je sais. Mais vous savez, dès que vous donnez du pouvoir à ces gens, là, ils en abusent. Voilà, le petit chef. C'est vraiment l'exemple du petit chef. Oui, votre masque. Alors, attends, moi aussi, on a fait le coup dans les avions, dans les TGV, machin. Remontez votre masque. Pauvre abruti. Alors que 5 minutes avant, j'étais en train de manger. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne le dérange pas. Voilà. J'ai poussé une gueulante dans le wagon. Mais j'ai bien compris que tous mes concitoyens étaient... Oui, non, mais on voit bien. Non, mais on est en 1942. 1942. J'ai toujours parlé de 1942, là on y est, c'est clair. Revenons à l'hyperinflation. N'oubliez pas, 1942, c'est vraiment ça. L'hyperinflation fait que aussi un certain nombre d'entreprises ne peuvent plus répondre à la demande, soit parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, des problèmes le coût des transports a augmenté considérablement. On l'avait annoncé ça, avec les conteneurs. Oui. Mais je vois par exemple Leclerc qui faisait... Édouard Leclerc, bien sûr. Qui faisait de la distribution... toutes ces boîtes-là qui se sont créées, qui n'existent pas, vous savez. C'est un peu comme, vous savez, tous les gens qui vendent du téléphone alors qu'ils ne sont pas opérateurs, mais qui achètent par quantité, etc. Là, ils se sont fait avoir. Mais en Angleterre, alors tiens, regardez. J'ai dit les ordures de l'INSEE, vous vous rendez compte? J'étais un peu méchant là. Mais bon, ce sont des menteurs. Donc. Ce que les ordures de l'INSEE ne voient pas, donc ça c'est ce dont on a parlé là, Édouard Leclerc Énergie, eux le voient, enfin lui le voit. Oui, il le voit. Salue Michel Leclerc. Donc c'est de l'EDF, moins cher, vendu par les magasins du même nom. Donc eux l'ont vu. Ne pouvant respecter le contrat garantissant des prix qui ne bougent pas, contrat vendu depuis quelques années, l'opérateur a carrément décidé de jeter l'éponge et a demandé à ses clients d'aller ailleurs. Autrement, leur électricité sera coupée, purement et simplement. Bim, terminé. Voilà. Circuler, il n'y a plus personne. Voilà, et sinon, ils font faillite. Ils sont déjà en faillite. L'opérateur historique, c'est-à-dire EDF, qui avait perdu 1 million de clients,
est en train de les récupérer. Mais bien sûr. Parce que lui, il a dit, moi je vous bloque les prix pour 1 an ou 2 ans dans le contrat. Mais c'était n'importe quoi. Mais c'était grotesque. Ouais. Mais attendez, la situation en Angleterre, elle est pire. Alors je ne sais pas si vous... Ah bah si, je l'ai là. Écoutez, il y a à peu près une trentaine de compagnies similaires à Édouard Leclerc Énergie qui ont fermé du jour au lendemain, qui ont fait faillite. Qui ont fait faillite. C'est-à-dire, vous aviez, grosso modo, ça touche à peu près, de mémoire, hein, je crois que ça touche quasiment 1,5 ou 2 millions de clients qui ont quitté l'opérateur énergétique unique pour aller chez soi-disant ceux qui vendent moins cher. Tu parles. Un disniqué. Oui, ça c'est le cas de le dire. Un disniqué parce que là, les mecs, ils les attendent au fusil de chasse, quoi. Ouais. Ah bah tiens, l'ouverture de dossier, c'est 100 €. Boum. Voilà. Voilà. Bon retour chez nous, monsieur. Hein, voilà. Alors, comme la règle vaut pour les banques en faillite, celle qui est encore debout récupère les clients. Voilà. Par exemple, 500 000 personnes en Angleterre se sont retrouvés dans la panade après les augmentations de prix massives qui ont touché 15 millions de personnes. Et donc, comme ils ont... En plus, là, vous savez qu'ils achètent des matières premières à l'avance. Oui. Hein, là, c'est le fameux livre Blind Master, c'est-à-dire qu'ils parient sur les prix. Donc, les mecs, ils ont parié à la baisse. Bien sûr. Résultat des courses, tout est parti à la hausse. Donc, ils se sont retrouvés squeezés et en faillite. Du jour au lendemain, terminé, circulé, il y a mouru, comme le Crédit du Nord. Paix à son âme. Crédit du Nord, il nominé Filiès Sanctis. Voilà. Il mourut. Oui, jour de colère. C'est un des chants qui est chanté pour les obsèques catholiques. Jour de colère. Mais le jour de colère, j'ai l'impression qu'il va venir. Hein. Ah mais là, le jour de colère, on le voit arriver. Hein. Je le vois arriver dans la revue de presse. Tiens, la maison et le jardin, hausse de 100%. Regardez bien. Alors ça, c'est la... Ah, ça, c'est génial. Regardez bien. Ça c'est la hausse de toute la fausse monnaie de la... attendez, il n'y a pas que la BCE qui fait ça. Il y a la Fed, bien sûr. Non, mais attends. Avant la Fed, il y a la Bank of England. Oui. Parce qu'ils ne sont pas en reste. Hein. Non. Regardez, depuis 13 ans, en réponse aux demandes de conseil des auditeurs et des spectateurs et des lecteurs, je vous ai toujours répondu la maison, le jardin et après seulement l'or. Voilà, faites ce que vous voulez. Vous en êtes tous témoins, y compris vous. Eh bien, la presse anglaise a eu l'idée de comparer les hausses de l'immobilier de l'Angleterre de 2021 à tous les autres pays. Et là, surprise, la France a dépassé les 100% en juste 10 ans. Ah non, mais moi, 100%. Paf. Moi, j'ai beaucoup plus. 100% en 10 ans. Non, mais là, c'est la moyenne. Vous imaginez? La moyenne est à 100%. Oui, mais sur Paris, depuis le début... Sur Paris, depuis début 90, c'est 400%. 400%. Je félicite tous les lecteurs qui m'ont écouté. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté effectivement leur maison. Alors tiens, je vous donne les chiffres, regardez bien. Sauf que la maison est mal vue maintenant. Il paraît que le pavillon individuel est une catastrophe. Non, mais ça, c'est Emmanuel Vargon. Madame Vargon, en effet. C'est cette espèce de folle furieuse. Qui elle-même habite dans une maison individuelle, d'ailleurs. À Saint-Mandé. À Saint-Mandé, je ne suis pas étonné que sa maison soit taguée maintenant avec toutes les conneries qu'elle a sorties. Parce que Madame Vargon, c'est vraiment... D'ailleurs, son mari et elle sont à la même enseigne. Il me dégoûte, littéralement. Mais on voit le mépris de classe. Le mépris de classe. Mais c'est invraisemblable. Oui, la maison individuelle, les gueux, les maisons Phoenix, c'est fini. C'est terminé, c'est plus possible. C'est habitat collectif. Exactement, voilà. On s'approche de l'URSS. C'est le rêve des Français. Oui, bien sûr. Mais c'est normal. C'est normal. Mais c'est pas que le rêve des Français, c'est le rêve des Espagnols. J'entends bien, mais... Tiens, alors, je vous donne les augmentations, c'est très important, regardez bien. Israël, donc en 10 ans, la maison... Immobilière. Donc 2011 versus 2021, on est d'accord. Voilà. Israël, hausse de 346%. Suisse, 165%. Allemagne, 162%. États-Unis, 153%. Hongrie, 139%. Slovaquie, 112%. France, 100%. Portugal, 87%. Japon, 75%. Angleterre, 75%.
Voilà. Ce qui vous montre à nouveau que la planche à billets a des effets dévastateurs puisqu'elle ne profite qu'à ceux qui peuvent ou ont pu acheter de l'immobilier. Il va de soi que les loyers, eux, se sont envolés. Voilà. Et vous comprenez maintenant pourquoi Israël vole la terre des Palestiniens. En dépit de tous les accords qu'ils ont signés, hein, parce que vous avez une hausse de 346%. Voilà, j'avais mon prof d'éco, hein, il m'a toujours dit que toute réalité se traduit par des chiffres. Et ben voilà, les Palestiniens, indice niqué, 346%. Voilà. Pierre, je voudrais revenir non, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais sur une question que vous évoquez aussi, vous parliez des riches tout à l'heure. Les 25 familles les plus riches de la planète pèsent 1,7 trilliard de dollars, soit un gain de 312 milliards de plus par rapport à 2020. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant parce que, voilà, j'avais eu ici un débat avec un avocat que j'ai reçu sur ce plateau, qui est un monsieur tout à fait honorable et qui a défendu un dossier, d'ailleurs, avec talent, contre l'enrichissement sans cause des membres du Conseil constitutionnel. Mais lui était un partisan du ruissellement, le fameux ruissellement. Je connais bien le ruissellement. Plus les riches s'enrichissent, je connais bien, plus ça retombe. Bon. Et je lui disais que je ne croyais absolument pas à cette théorie. Or, voici de quoi réfuter, je crois, la théorie du ruissellement. Surtout, il y a un joli graphique. Hein. Ça date de quand, ça? On va publier. On va montrer le graphique. Voilà. 25 octobre. 25 octobre, d'accord. Suite logique de l'article que vous aviez fait. Pour la première fois, la richesse de 1% des ultra-riches américains a dépassé celle de toute la classe moyenne. Et ça, c'est significatif. Bien sûr. Parce que la classe moyenne est broyée. Bien sûr. Elle est broyée littéralement par la mondialisation. La planche à billets. Voilà. Et par cette logique. Oui, absolument. Parce qu'on voit bien qu'une partie, surtout en France, une partie de la classe, ce que les Américains appellent lower class. Lower class. Elle est aidée. Et puis, bon, ceux qui ont de l'argent, ils en ont. Mais au milieu, la classe moyenne, c'est elle qui paye le fisc, c'est elle qui subit les hausses de prix, c'est elle qui... Et vraiment, la classe moyenne a été la cheville ouvrière de la croissance des 30 Glorieuses. Ah, mais tout à fait. Mais en France aussi. Et voilà, bien sûr. Et en France aussi, bien sûr. Non, mais là c'est fini. Je veux dire, là, en plus, on voit le gouffre. Donc, c'est pour ça, ça fait partie, si vous voulez, de tous ces signaux, si vous voulez, qui montrent très bien, qui convergent qu'on va vers un renversement. La table, à un moment donné, va être renversée. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, que tous ces gens à Davos ont décidé, eux, de renverser la table. Les ultra-riches se protègent. Ils ont préféré renverser la table avant que les classes moyennes et les lower class, comme vous dites, eux se révoltent pour de bon. Mais la lower middle class aussi, et peut-être que la middle class aussi, et peut-être que la upper middle class va se révolter aussi. Ça va faire beaucoup de monde, vous savez. Une preuve absolue. Regardez bien. J'ai toujours dit, si vous voulez, que la démocratie a été volée par les banques en 2008. Hein, pour sauver leurs fesses, pour ne pas avoir mauvaise presse, elles ont acheté la presse. Ça rime. Ça rime. Si tu veux sauver tes fesses, achète la presse. Exactement. Voilà. Alors, regardez bien. Alors, il y a une chaîne belge, l'équivalent de BFM ou de CNews, qui a été lancée en Belgique et qui s'appelait LN24. LN24, pourquoi pas, LN24, voilà. Eh bien, figurez-vous, elle a été lancée juste avant la pandémie. Ouais. Mais, manque de bol, donc pandémie, donc tout leur business plan s'est effondré, évidemment, puisqu'il n'y avait plus de pubs qui rentraient. Donc, la chaîne est en faillite. La chaîne est en faillite. Oui. C'est l'équivalent de BFM Belgique. Très bien. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qui vend la chaîne, en fait? À qui ça appartenait? Devinez, à une banque. Voilà. Et ben voilà. C'est quand même incroyable, quoi. La chaîne d'information en continu, LN24, prévoit un nouvel exercice de recapitalisation, a indiqué son cofondateur et CEO, Johan Konjits, à Belga. Dans cette perspective, blablabla, deux de ses principaux actionnaires, Belfius, c'est la Belfius que je cherchais tout à l'heure, la banque belge. Oui, voilà, la Belfius, les Belges appellent ça Belfion. Hein, Belfion. Voilà, la banque Belfius, donc, ont mandaté une banque d'affaires pour trouver de nouveaux actionnaires, et ce n'est pour quitter le navire. Voilà. Ou pour pas quitter le navire, peu importe. En tout cas, qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que qui donne l'information aux Belges, ça appartient à une banque.
Voilà. En partie. Hein, voilà. Ben, y a pas de risque. Je ne sais pas qui est B6. Hein. Mais il n'y a pas de risque que cette chaîne d'information nous donne les informations que vous venez de nous donner, mon cher Pierre. Alors, notre lectrice, je salue notre lectrice Christine, parce que là, vous allez adorer ça, qui a vu l'information donc, dans la presse belge. Elle dit « Eux, ils n'ont pas le bras financier israélien pour l'instant, et ça se voit, c'est clair. » Patrick Drahi, lui, se félicitait la semaine passée de son endettement, précisant que c'est plus facile de dormir pour lui que pour ses créanciers. Ça, je veux bien le croire. Il ajoutait même qu'il dort mieux maintenant qu'il doit 50 milliards que lorsqu'il devait 50 millions. Je dors beaucoup plus facilement avec mes 50 milliards d'euros de dette qu'avec mes premiers 50 000 francs de dette que j'ai créé quand j'ai créé mon entreprise. Voilà. Raison pour laquelle il a débauché de la BNP une banquière de renom, Laurence Béguin. Voilà. Donc, vous voyez, le monde est petit. Hein, le monde est petit. Hein, voilà. Sachant que BFM nous a vendu la pandémie, la vaccination, blablabla, etc. Voilà. Bon. Et nous a vendu la croissance qui devait reprendre. Elle fait campagne contre Zemmour. C'est très intéressant à observer. C'est très amusant. Hein, vous avez vu ? Vous avez CNews qui est pro-Zemmour et BFM qui est contre. Ils ne savent pas comment gérer ça. Mon cher Pierre, c'est la fin de cet entretien. Ah, écoutez, on a vu tout ça. Il y a eu beaucoup de dépêches. Il n'y a pas une folie là qu'on a oublié. Non, je ne crois pas. Il y a pas une folie pour la route. Les pièces d'or du trésor de Ploss-Venet ont battu des records. Ah oui, alors ça, vous le retrouverez. On a découvert, voilà, c'est un trésor de pièces d'or de Louis XIV, Louis XV, et ça a battu des records de vente. Là, vous avez l'info sur sa date du 4 octobre. Ça a été vendu à Angers, sauf erreur, par un commissaire-priseur. Exactement. À Angers, voilà. Et écoutez, vous avez encore plein. Alors rendez-vous tous les lundis sur quotidien.com. Et tiens, j'ai des signatures. On va le voir derrière nous. Oui. Je crois à Montauban et je donne rendez-vous à Paris. Alors également. Voilà. On ne devrait jamais quitter Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban. Là, j'y vais justement. Je vais à Montauban, donc ça va être vraiment ça. J'ai jamais mis les pieds à Montauban justement, donc ça tombe bien. Alors, mon cher, si vous avez le temps, il y a un magnifique musée Ingres. Ah oui, Ingres. Oui, j'adore Ingres en plus. Ingres. D'accord. Magnifique musée à Ingres qui est au bord, c'est le Tarn, sauf erreur de ma part. C'est magnifique, c'est comme tout le Toulousain, ce sont des briques roses, c'est très très joli. Le vieux Montauban est une très belle ville. Voilà. Eh bien, vous saluerez les Montalbanais de notre part. Eh bien, je vais saluer tous les spectateurs. Et les Montalbanais. Justement, parce que dans les signatures, j'ai beaucoup de spectateurs, justement, de TV Liberté. Et donc, je les salue et je les remercie une nouvelle fois, très modestement, d'avoir remporté la récompense ou le prix, je ne sais pas, devant tous les autres animateurs, y compris le général de Villiers. Donc, de tous les autres invités, les animateurs. Oui, c'est vrai. Invités, absolument. Il y en avait de prestigieux. Il y avait Patrick Buisson, il y avait le général de Villiers, il y avait Charles Gave, il y avait Valérie Bugeaud, il y avait beaucoup, mais vous les avez battus, mon cher. Oui, enfin, c'est pas pour ça qu'ils sont dénués d'intérêt. Ah, ben bien sûr que non, puisque on est d'accord. Mais je pense qu'ils Pierre. apprécient beaucoup notre sens de l'humour et notre façon de donner des informations et surtout de leur donner rendez-vous tous les lundis. C'est surtout ça qui est important. N'oubliez jamais, cette revue de presse repose sur de l'écrit. Oui. Voilà, c'est pas du blabla comme certains. En vous écoutant, je dis qu'au fond, notre émission pourrait s'illustrer avec cette vieille formule des latins « castigat ridendo mores ». On châtie les mœurs, on les morigère en riant. Il vaut mieux en rire. Oui, en ce moment, il faut effectivement mieux en rire parce que c'est quand même assez tragique tout ce à quoi on assiste. Non, mais je vous assure, c'est tragique. Bien sûr. Moi, je pense à je pense à tous les gilets jaunes. Que j'ai vu il y a 3 ans. J'avais couvert toutes les manifs. Oui. Ces gens ne pouvaient même plus faire à l'époque. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors que avec l'hyperinflation, le fioul est au-dessus du prix qu'il était au moment de la révolte des Gilets jaunes. Il y a vraiment des choses très étranges, je vous assure. Cerise sur le gâteau aussi, que nos téléspectateurs savent certainement, c'est que si le fioul, enfin en général le carburant a augmenté, c'est parce qu'entre-temps, on a augmenté les taxes. Donc l'État s'en est encore repris.
Donc, de toute façon, aujourd'hui, 100 cet euros. État ne sait faire qu'une chose, augmenter les taxes. Écoutez, moi je renvoie là pour le coup nos spectateurs sur mon reportage sur la Turquie pour une raison très simple. On peut dire ce qu'on veut Très d'Erdogan. intéressant. On peut dire ce qu'on veut d'Erdogan. C'est le seul en Europe qui a augmenté, multiplié, enfin en Europe, oui, Oui. qui a multiplié par 3 le pouvoir d'achat de ses citoyens. Oui. Aucun Premier ministre, aucun président de la République française ne peut en dire autant depuis 30 ans, 40 ans même. Voilà. C'est tout. Donc, non, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, vous êtes pro Erdogan, vous êtes payé par... Non, je ne suis pas payé par Erdogan, pas plus par Bolloré ou Zemmour, qui que ce soit. Je suis libre, point terminé. Mais je suis journaliste économique et le constat est simple. Voilà. Il a multiplié le pouvoir d'achat des Turcs par 3. Point terminé. Aucun président ou Premier ministre français ne peut en dire autant. Terminé. Voilà. Terminé. Eh bien, chers téléspectateurs... C'est terminé. Rendez-vous sur quotidien.com. À très bientôt. À très bientôt.